Octobre 1946, Loubianka, Moscou. Le cabinet sentait le tabac cher et la peur. Le colonel du MGB Ignatiev feuilletait avec dégoût les pages d'un cahier allemand de trophées reliés de cuir. Le papier était jaune et cassant, imprégné de l'humidité des marais de Briansk. Sur la couverture, sous une couche de boue séchée, on devinait à peine un crâne argenté estampé. L'emblème de la division SS, la tête de mort. Vous affirmez que ceci a été écrit par l'Obersturmbannführer Kurt von Richter demanda Ignatiev sans lever les yeux vers le traducteur. Affirmatif, camarade colonel, c'est son journal personnel, trouvé par un groupe de recherche dans un bunker effondré dans le carré 18B. Lisez à partir de l'endroit marqué en rouge. Le traducteur, un jeune lieutenant, ajusta ses lunettes et commença à lire à voix haute, en hésitant. L'écriture gothique allemande était serrée. Les lignes sautaient, trahissant le tremblement de la main de celui qui écrivait. 20 septembre 1942. Nous perdons des hommes. Pas au combat. Non, au combat, il y a une ligne de front. Il y a un ennemi qu'on voit dans le viseur. Ici, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a que la forêt. Mes soldats, vétérans de Pologne et de France, ont peur de sortir des abris pour leurs besoins. Hier, la patrouille de l'Unteroffizier Krause a trouvé sur un sentier les corps des signaleurs disparus. Ils n'ont pas été fusillés, ils ont été éviscérés proprement, sans sang superflu, et laissés assis à une table, jouant aux cartes avec leurs propres doigts. Les habitants les appellent la division sauvage. La division sauvage, ou les vampires. On dit qu'ils sont venus de l'Est, de l'abîme glacé, où il n'y a pas de Dieu. Ce ne sont pas des communistes, ce ne sont pas des partisans, ce sont des bêtes. Ils ne font pas de prisonniers, ne formulent pas d'exigences, ils tuent simplement, méthodiquement, silencieusement, terriblement. Je commence à penser que nous ne combattons pas des hommes, mais cette terre russe maudite elle-même, qui a engendré des démons pour notre destruction. Le colonel referma le cahier d'un coup sec. « Les vampires » ricana-t-il. « Belle histoire pour justifier sa propre médiocrité. »« Camarade colonel » dit doucement le traducteur. Dans les archives, il n'y a aucune information sur un groupe portant ce nom, ni dans les listes du GRU, ni chez le camarade Ponomarenko à l'état-major du mouvement partisan. Ils sont sans appartenance. Il n'existe pas de gens sans appartenance, lieutenant. Il existe ceux que nous avons mal cherchés. Pour comprendre qui inspirait réellement une terreur animale à l'élite SS, nous devons remonter le temps de 5 ans en arrière et nous déplacer de 8000 km vers l'est, là où la géographie se termine et où la survie commence. Kolyma, Sevstlag, janvier 1942. Ici, il n'y avait pas de couleur. Le monde se composait de 3 nuances. Blanc, la neige, gris, le ciel et les visages, et noir, les baraques et les âmes. Le thermomètre à la porte du poste de garde indiquait -52. À une telle température, un crachat gèle en vol, tombant au sol comme un glaçon. Le métal brûle la peau jusqu'au cloques, et l'homme se transforme en mécanisme de transformation d'une maigre soupe en mètres cubes d'or extrait. Le gisement de Maldiac était considéré comme mortel. On y envoyait ceux que le système voulait réduire, en poussière. Il n'y avait pas de noms ici, il y avait des numéros. Le détenu portant le numéro se tenait dans le rang à l'appel du matin. Il s'appelait Andrei Volkov. Dans sa vie précédente, colonel du renseignement militaire, chevalier de l'ordre du drapeau rouge, héros de Khalkhin-Gol. Dans cette vie, ennemi du peuple, condamné selon l'article 58 pour espionnage au profit du Japon. Un délire qu'un enquêteur avait inventé en une demi-heure. Volkov était un ancien, mais le camp ne l'avait pas brisé, il l'avait gelé. Son visage s'était transformé en un masque immobile, couvert de croûtes de gelure, les yeux 2 éclats de glace. Il avait survécu uniquement parce qu'il avait tué l'espoir en lui. Il vivait au jour le jour, survivre jusqu'à l'extinction des feux, ne pas crever au chantier, conserver la chaleur. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. La nuit, par la radio du camp, on avait transmis un communiqué de l'informe-bureau. Les Allemands sous Moscou, le pays saignait à blanc. Volkov écoutait, allongé sur sa couchette, et sentait comment en lui, dans ce vide glacé où se trouvait autrefois son âme, commençait à couver une braise. De la colère, pas contre Staline, pas contre les gardiens, contre l'ennemi qui piétinait sa terre pendant que lui, officier de combat, pourrissait ici,
extrayant de l'or pour le pays qui l'avait trahi. « Hé, colonel !» croassa une voix de la couchette voisine. C'était Gleb, surnommé le cannibale, énorme comme un ours, récidiviste, emprisonné pour brigandage et meurtre. Son visage était une carte de cicatrices, le nez enfoncé. Syphilis ou coup de poing, impossible à distinguer. Le cannibale était une force stupide, cruelle, implacable. Au camp, même les activistes travaillant pour l'administration le craignaient. « Qu'est-ce que tu veux ?» répondit Volkov sans ouvrir les yeux. « On dit qu'un nouveau chef de régime est arrivé. Une bête, Jarov, son nom de famille. Il a promis d'augmenter la norme de 20%. Qui ne l'atteindra pas ira au cachot. Et le cachot à -50. C'est un cercueil. » Et alors, le cannibale se pencha de sa couchette, respirant la lourde odeur de dents pourries. « On va crever, colonel. On sera tous couchés au printemps, il faut se tirer. » « Où ? » ?»« Dans la toundra, pour nourrir les loups. Mieux vaut les loups que ces chiens. »« T'es un gars malin, militaire. Trouve quelque chose. Je vois que t'as pas abandonné. » Volkov s'assit, parcourut du regard la baraque. 200 corps en vestes ouatées sales. Quelqu'un toussait du sang, quelqu'un priait, quelqu'un regardait le plafond d'un air fou. Il commença à constituer une équipe. Pour une évasion, on ne peut pas prendre de poids mort, il faut des spécialistes. Le premier fut, bien sûr, le cannibale, bélier, muscles et rage. Il tuerait quiconque se mettrait en travers du chemin sans poser de questions. Le deuxième, il repéra le Yakout, petit chasseur nerveux du coin, emprisonné pour avoir abattu un géologue qui avait insulté son esprit protecteur. Le Yakout s'appelait Tounguz. Il restait silencieux pendant des jours, mais pouvait entendre une souris courir sous la neige. Dans la taïga, il valait une compagnie de soldats. Le troisième, l'artiste, vieux musicien à l'allure d'intellectuel, dans le civil horloger et perceur de coffres-forts. Il avait des mains en or. Il pouvait ouvrir n'importe quelle serrure avec un bout de fil de fer et fabriquer un couteau avec une boîte de conserve. Boiteux d'une jambe, mais rusé comme un renard. Et le quatrième, violon. Un tout jeune gars d'une vingtaine d'années, ancien étudiant du conservatoire, emprisonné pour une blague, faible de corps, mais avec une mémoire phénoménale et des doigts de voleur agiles. Au camp, il s'était rapidement reconverti en pickpocket. « Une tempête arrive », dit Volkov, les ayant rassemblés la nuit, dans un coin de la baraque, près des latrines, où personne ne voulait réchauffer ses oreilles inutilement. Pour 3 jours au moins. Le ciel est noir, les chiens hurlent. « C'est la mort », dit l'artiste en s'enveloppant dans son boukhara déchiré. « Dans une tempête, on ne peut pas mettre le nez dehors. »« C'est une chance », trancha Volkov. « Visibilité nulle, les traces sont effacées instantanément. Les chiens ne prendront pas la piste. Les gardiens et les miradors ne vous ilisent à n'avoir rien au-delà de 10 mètres. Si on doit partir, c'est demain. » Le plan était suicidaire. Le matin à l'appel, quand la colonne serait conduite au puits de mine, le cannibale devait provoquer une bagarre avec la brigade des mouchards. Cela détournerait l'attention des gardiens. Dans la confusion, le groupe de 5 se détacherait. Tounguz et Volkov neutraliseraient les sentinelles des miradors d'angle. Dans la tempête, on ne voit presque rien. L'artiste couperait les barbelés. Violon devait faire le plus difficile. Couper l'alimentation du périmètre en court-circuitant le câble alimentant les projecteurs. Au matin, la colima hurla, le vent renversait, jetant au visage de la neige granuleuse glacée, tranchante comme du verre brisé. Le monde disparut, il ne resta qu'une brume blanche. « On y va !» chuchota Volkov. Le cannibale se jeta avec un rugissement sur le brigadier des mouchards, enfonçant sa tête dans le sol gelé d'un coup de botte. « Ma frappe, mouchard !» crièrent-ils dans la foule. Le chaos commença. Des centaines d'hommes enragés, se haïssant mutuellement, s'agrippèrent en une masse. Les gardiens commencèrent à tirer en l'air, à lâcher les chiens. Volkov et Tounguz glissèrent comme des ombres vers la zone interdite. Le mirador surgit du brouillard blanc soudainement. La sentinelle, emmitouflée dans un touloupe, essayait d'allumer une cigarette en se cachant du vent. Volkov lança son poinçon. Le lourd morceau de ferraille aiguisé entra dans la gorge de la sentinelle. Celui-ci ne cria même pas, il gargouilla seulement et s'affaissa.
Tungus au 2e Mirador travailla plus proprement. Il brisa simplement la nuque du soldat en s'approchant par derrière comme un chat. « C'est fait », siffla Violon. Les projecteurs clignotèrent et s'éteignirent. L'artiste, faisant claquer des pinces coupantes, pratiqua un passage dans les 3 rangées de barbelés. « On part !» Ils se dissolvèrent dans la tempête une seconde, avant que la mitrailleuse du Mirador central n'ouvre le feu. Les balles sifflaient autour, soulevant des fontaines de neige, mais ne touchèrent personne. La taïga les accueillit dans ses bras glacés. Les 3 premiers jours furent un enfer. La tempête n'épargnait personne. Ils marchaient, s'enfonçant jusqu'à la taille, se tenant les uns aux autres par une corde. Le froid pénétrait partout, les cils se collaient, la respiration brûlait les poumons. « Abandonnez-moi » gémissait l'artiste. Sa jambe boiteuse lâchait. « Ferme-la » grognait le cannibale en le chargeant sur son dos. « Il faut garder la viande fraîche, si tu crèves, je te bouffe. » Ce n'était pas une blague. Volkov voyait les yeux du cannibale. Il y avait de la faim dedans. Le 4e jour, la tempête se calma. Ils arrivèrent à un refuge de chasse. Une petite isba, ensevelie sous la neige jusqu'au toit. « Silence !» leva la main Tungus. De la fumée. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Volkov rampa jusqu'à la fenêtre. 4 personnes. Chasseurs civils ou groupe de recherche du NKVD. Ils avaient des carabines, de l'alcool et de la nourriture sur la table. Ils ont des armes, chuchota Violon. Ses dents claquaient de peur. Et nous, on n'a rien, répondit Volkov. Seulement de la rage. On les prend. Le plan d'assaut était primitif et cruel. Tungus hurla comme un loup, longuement, tristement, effrayant, naturellement. La porte de l'isba s'ouvrit. Un des chasseurs sortit avec un fusil, scrutant la forêt. « Qui est là ?» Eh, le cannibale tomba sur lui du toit. Il y était monté pendant que Tungus distrayait. Le craquement de la colonne vertébrale fut distinctement audible. Le 2e chasseur sortit précipitamment au bruit. Volkov le frappa avec un couteau à laine, puis au cou. Les mouvements étaient rodés, mécaniques. Les réflexes du colonel du GRU s'étaient se réveiller après un long sommeil. À l'intérieur de l'isba commença un carnage. L'artiste et Violon firent irruption ensuite. Le 3e chasseur réussit à tirer. La balle érafla l'oreille de l'artiste. Mais Tungus lança une hache sur le tireur. La lame entra dans le front. Le 4e, un tout jeune gars, jeta son fusil et leva les mains. « Ne me tuez pas, les gars, je suis des vôtres, je suis civil. » Le cannibale, tout couvert de sang étranger, fit un pas vers lui en levant un lourd couteau de chasse. « Non » l'arrêta Volkov. « Quoi, commandant » grimaça le cannibale. « Un témoin, il va nous dénoncer. Il va nous guider, » dit Volkov. « Il connaît les sentiers, il sait où est le chemin de fer. » Ils fouillèrent l'isba. 4 carabines Mosin, des cartouches, de l'alcool, de la viande séchée, des touloupes chauds. C'était une richesse. Volkov enfila un touloupe, prit une carabine, actionna la culasse. Le claquement métallique résonna comme de la musique. Il regarda sa nouvelle armée, un criminel psychopathe, un chaman assassin, un vieux voleur, un étudiant pickpocket. Et lui, ancien héros de guerre devenu fantôme. « Écoutez mon commandement. » La voix de Volkov était basse, mais lourde comme une pierre tombale. « Nous sommes morts pour le camp, pour les gardiens, pour le pays. Nous n'existons pas, nous sommes des ombres. Notre objectif, l'Ouest, le front. » « Pourquoi on irait au front, chef ?» cracha le cannibale en se bourrant la bouche de viande. « On a des flingues, la taïga, on va piller et vivre comme des rois. » Volkov s'approcha du cannibale au plus près. Le canon de la carabine s'enfonça dans le ventre du géant. « Parce qu'ici tu crèveras comme un chien, Gleb. L'alcool finira, les cartouches d'un bas finiront, les gardes-chasse te traqueront depuis des avions. Là-bas c'est la guerre, là-bas c'est le chaos, là-bas des types comme nous sont nécessaires. On ira tuer des Allemands, pas pour Staline, pour nous, pour prouver qu'on est encore vivant. » Qui n'est pas d'accord, une balle dans le front tout de suite. Le cannibale regarda dans les yeux glacés de Volkov et pour la première fois depuis de nombreuses années détourna le regard. Il sentit une force plus terrible que la sienne. « D'accord, commandant, conduis-nous. On verra de quelle couleur sont les tribes des Fritz. » Il sortira de l'isba, laissant les cadavres des chasseurs. Le jeune guide, tremblant de terreur, montrait le chemin. Le voyage serait long à travers toute la Sibérie, vers la guerre qui deviendrait leur élément.
Ils marchaient vers l'odeur du sang. La meute de loups était partie en chasse. Sibérie, transsibérien, février 1942. La taïga ne lâchait pas prise. Elle s'accrochait aux jambes avec des chablis, brouillait les traces, gelait les âmes, mais ils avaient un but. 5 ombres, vêtues de touloupes de trophées, se dirigeaient vers la seule artère où battait encore la vie du pays, vers la voie du transsibérien, le rail. Croissa Tungouz en humant le vent. Ça sent le charbon et le mazout, 2 kilomètres. Ils arrivèrent au remblai la nuit. En bas, comme un serpent d'acier, tremblait de tension la voie principale. Les trains se suivaient, l'un après l'autre. Vers l'est, des plateformes avec des usines démontées, des wagons à bestiaux avec des réfugiés. Vers l'ouest, des chars, des canons, des divisions sibériennes. « Il nous faut celui qui va vers l'ouest », dit Volkov, allongé dans la neige. « Un train de marchandises, on ne pourra pas prendre un train de voyageurs. Il y a un contrôle des documents à chaque petite gare. » Ils attendirent 3 heures. Enfin apparut un convoi lourd. La locomotive sifflait péniblement, traînant derrière elle des plateformes couvertes de bâches. Il n'y avait presque pas de garde. L'arrière était considéré comme profond et sûr. « Maintenant !» commanda Volkov quand le convoi ralentit dans une montée. Le premier sauta, le cannibale. Avec la grâce d'un énorme chat, il s'accrocha à la rampe de la plateforme de freinage et d'une traction hissa son corps massif. Suivirent Violon et l'artiste. Le dernier sauta Volkov en tirant Tungouz. Ils se cachèrent sous la bâche sur la plateforme. Là se trouvaient des caisses avec des moteurs d'avion. Odeur de graisse, froid du métal, grondement des roues. « Où on va, commandant ?» demanda Violon en claquant des dents. « À la guerre, étudiant, à la guerre. » Le voyage dura presque un mois. Ce fut un mois d'existence de rats. Le jour, ils se cachèrent dans des niches glacées entre les caisses. La nuit, aux arrêts, ils partaient en chasse. C'était Violon qui les nourrissait. L'ancien pickpocket s'était révélé être un génie de l'approvisionnement. Il réussissait à pénétrer dans les entrepôts des gares, à ouvrir les wagons-restaurants sur les voies voisines, à voler des pirochkis aux vendeuses distraites. Mais un jour à la gare de Taïché, la chance tourna. Violon revenait avec son butin, un sac de biscottes et une boîte de ragoût. Il fut intercepté par une patrouille du NKVD. 2 lieutenants bien nourris, aux joues rouges en chaud, manteau. « Halte, documents !» Violon se figea, il n'y avait nulle part où fuir. « J'ai raté mon train, camarade commandant !» balbutia-t-il en jouant l'idiot. « Raté. Et dans le sac, qu'est-ce qu'il y a ? Du volet. Suivez-nous à la commandature. » Volkov observait cela par une fente dans le wagon, distance 50 mètres. Si Violon était emmené, il craquerait, on le battrait et il dénoncerait tout le monde. Volkov regarda le cannibale. Celui-ci aiguisait son couteau finlandais sur la semelle de sa botte. Gleb, on travaille en silence. Avec plaisir, grimaça le criminel. Ils sautèrent de l'autre côté du convoi, contournèrent la patrouille par l'arrière en utilisant les ombres des wagons. Les hommes du NKVD étaient détendus. Ils étaient à l'arrière, ils étaient le pouvoir. Ils ne s'attendaient pas à ce que la mort leur saute dessus depuis l'obscurité. Le cannibale brisa la nuque du premier lieutenant d'un seul mouvement. Le craquement des os fut couvert par le sifflet de la locomotive. Le second réussit à tendre la main vers son étui, mais Volkov était déjà là. Coup de couteau sous l'omoplate, rotation précise dans le cœur. Ils traînèrent les corps sous le wagon. « Déshabillez-les » ordonna Volkov. « Vite !»« Pourquoi ?» Violon tremblait et vomissait de la bile sur la neige. « Parce que nous avons besoin de documents et d'uniformes. Maintenant, nous ne sommes plus des évadés du camp. Nous sommes un groupe spécial du NKVD escortant une cargaison secrète. » 10 minutes plus tard, dans le wagon étaient assis 2 officiers, Volkov et l'artiste, comme le plus intellectuel d'apparence, et 3 escortés en touloupe. Les documents furent refaits par l'artiste. Il effaça l'encre avec du permanganate et inscrivit de nouveaux noms. Les cachets furent désormais contrefaits à l'aide d'un œuf dur et de suie. Maintenant ils avaient des noms. Volkov devint le major Gromov, l'artiste le capitaine Lissitsine. C'était une audace frôlant la folie. Mais à la guerre, celui qui survit est le plus audacieux. Région de Briansk, été 1942. Ils descendirent du train à une petite halte, avant d'arriver au front.
Aller plus loin était impossible, commençait la zone des opérations de combat actives. Les contrôles se succédaient, le contraste avec la Sibérie était étourdissant. Là-bas, c'était le silence blanc. Et ici, c'était un enfer vert, étouffant, bourdonnant. La forêt sentait la guerre, la pourriture et la douce odeur de cadavres. Le ciel tremblait du grondement des avions. « Il fait chaud !» cracha le cannibale en déboutonnant le col de sa gymnastiorka de trophée. « Et les moustiques d'y sont méchants, pire que sur la Kolyma. » Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Volkov cherchait un endroit pour une base. Il avait besoin d'une île, d'un endroit où les Allemands ne pourraient pas amener leur matériel et où les partisans ne s'aventureraient pas par ignorance. Le Tungouz trouva un tel endroit au bout de 2 jours. Un marécage noir, un immense marais au centre duquel s'élevait une colline boisée. On ne pouvait y accéder que par une étroite chaussée dissimulée sous l'eau. « Ici », dit le loup en plantant sa pelle de sapeur dans le sol. « Et ici sera le repère du loup. » Ils commencèrent à s'installer, creusant des abris souterrains qu'ils camouflaient avec du gazon si bien qu'on ne les remarquait pas à 2 pas. Ils aménagèrent des caches. L'artiste construisit un ingénieux système d'alarme avec du fil de pêche et des boîtes de conserve vides, des crécelles qu'il disposa tout autour du périmètre. Mais ils avaient besoin d'armes. Les carabines Mosin, c'était bon pour chasser l'élan. Pour la guerre, il fallait des mitraillettes, des mitrailleuses, des explosifs. Tout cela, les Allemands l'avaient. Le premier sang. Volkov mena la reconnaissance pendant 1 semaine. Il étudiait les routes. Les Allemands se sentaient au maître des lieux. Ils circulaient en convoi, mais sans crainte. Les partisans, dans cette région, étaient faibles, des groupes dispersés d'encerclés qui pensaient ne plus à manger qu'au sabotage. Volkov choisit sa cible. Un camion Opel Blitz. Chaque mercredi, il transportait des vivres et du courrier du chef-lieu de district à la garnison du village de Sosnovka, escorte, 2 motocyclistes et un officier dans la cabine. Écoutez l'ordre de combat. Volkov déploya la carte sur une souche. Nous ne faisons pas que piller un convoi. Nous faisons une déclaration. Quelle déclaration ? Demanda Violon en nettoyant le nagan d'un agent du NKVD tué. Le garçon avait changé. Son regard était devenu dur, acéré. Qu'un nouveau maître est apparu dans la forêt. Ils tendirent l'embuscade dans un virage où la route descendait en pente. Le Tungouz grimpa dans un arbre. Il avait une carabine avec lunettes de visée, prise à ce chasseur dans la taïga. Le cannibale et l'artiste barrèrent la route avec un tronc d'arbre. Volkov et Violon se couchèrent dans les buissons. Le grondement des moteurs se fit entendre à midi. D'abord les motocyclettes. Les Allemands roulaient leurs manches au retroussé, ils riaient. Le coup de feu du Tungouz fut sec comme le craquement d'une branche. Le conducteur de la première motocyclette tressaillit et la machine, perdant le contrôle, s'envola dans le fossé. Le second motocycliste tenta de faire demi-tour, mais le cannibale avait déjà bondi sur la route. Dans ses mains, ce n'était pas une mitraillette. Dans ses mains, il y avait une masse qu'il avait trouvée dans une cabane de cantonnier. Un coup. Le casque de l'Allemand se froissa en même temps que sa tête. Le camion freina brusquement devant le tronc. L'officier sauta de la cabine et tira au hasard avec son Walter. Une rafale de PPSH, trophée de violon, le faucha. Le conducteur fut extrait, vivant. C'était un jeune caporal, couvert de taches de rousseur, mort de peur. « Nicht schießen, ne tirez pas !» hurlait-il en rampant dans la poussière. Le cannibale s'approcha de lui en essuyant sa masse sur l'herbe. « Regarde comme il est gras !» ricana-t-il. « Bien nourri !»« Fouille le camion !» ordonna Volkov à l'artiste. Dans la benne, c'était l'or, des caisses de conserve, du schnapps, des cigarettes, un sac de lettres, et surtout une caisse de grenades à manche et 2 MP40 flambant neufs. Qu'est-ce qu'on fait de celui-là ? Violon désigna le prisonnier d'un signe de tête. L'Allemand pleurait en montrant une photo de sa famille, femme, enfant. Le relâcher ? Demanda l'artiste avec hésitation. C'est la règle de la guerre, non ? Volkov s'approcha du prisonnier, prit la photo, la regarda, puis sortit son couteau. « Nous ne sommes pas une armée, dit-il doucement. Nous ne sommes pas des partisans. Nous n'avons pas de prison. Nous n'avons pas de règles. Si nous le relâchons, il racontera où il nous a vus, combien nous sommes et de quoi nous sommes armés.
Demain, les chars arriveront ici. » Volkov se tourna vers le cannibale. « Il est à toi. »« Non, » cria Violon. « On ne peut pas faire ça, c'est de la barbarie. »« C'est la survie, étudiant. Habitue-toi ou retourne chez ta maman. » Le cannibale ne tira pas. Il le fit au couteau, lentement. Il aimait le processus. Quand tout fut terminé, Volkov fit ce qui deviendrait leur signature. Il prit le sang de l'Allemand et dessina sur le flanc du camion un symbole. Une tête de loup, grossière, schématique, montrant les crocs. Puis il minait les cadavres, l'écho. Le lendemain, une équipe funéraire allemande entra dans le village de Sosnovka. Ils virent le camion, virent les corps. Quand l'officier tenta de retourner le cadavre du conducteur, une grenade sans goupille, placée sous le corps, explosa. L'explosion tua 3 autres hommes. Le soir même, l'Obersturmbannführer Kurt von Richter, commandant du district, lisait le rapport. La nature des blessures témoigne d'une extrême cruauté de la part des assaillants. Ce n'est pas la manière de faire des bandits locaux, c'est le travail de professionnels dénués de morale. Un signe a été trouvé sur le flanc du véhicule. Richter s'approcha de la carte. La forêt de Briansk était une immense tache verte. « Les loups » murmura-t-il. « Eh bien, ouvrons la saison de chasse. » Mais il ne savait pas que le chasseur ici, ce n'était pas lui. Au fond des marécages, près d'un feu, 5 anciens bagnards buvaient du schnapps de prise. « À la division sauvage » proclama le cannibale en trinquant avec sa timbale avec l'artiste. « À ceux qui ne sont plus » répondit Volkov en regardant le feu. Leur guerre ne faisait que commencer, et elle serait plus terrible que n'importe quel cauchemar dont les Allemands pouvaient rêver. Les forêts de Briansk, août 1942. La guerre a une odeur. D'abord elle sent la poudre et le fer, puis la viande pourrie et la fumée. Mais en août 42, la forêt de Briansk sentait la peur. Cette peur était poisseuse, épaisse comme le brouillard matinal au-dessus des marécages. Tous l'exhalaient, les garnisons allemandes qui, la nuit, barricadaient leurs portes avec des sacs de sable, les policiers qui avaient peur de sortir sur le perron pour fumer, et les habitants locaux pris entre le marteau des SS et l'enclume de la division sauvage. L'Obersturmbannführer Kurt von Richter n'avait pas l'habitude d'avoir peur. Il était un aristocrate prussien, officier de la 3e génération. Il méprisait les barbares. Mais quand il vit ce qui restait de la patrouille du lieutenant Weber sur 1 kilomètre de route forestière, sa main se porta à son étui à cigarette pour dissimuler son tremblement. Le lieutenant Weber était attaché à un pin, le ventre éventré, les intestins soigneusement enroulés autour du tronc de l'arbre et dans la bouche un bâillon fait de sa propre épaulette. Aucune revendication, aucun slogan. Pour Staline, seulement une tête de loup gravée au couteau sur le front. « Ce ne sont pas des partisans », dit Richter en allumant une cigarette. « Les partisans veulent libérer la terre, mais ceux-ci veulent simplement tuer. »« Quels sont vos ordres, Herr Obersturmbannführer » demanda l'adjudant. « Ratissez le secteur. »« C'est inutile, la forêt est leur maison. Nous brûlerons leur maison. » Opération terre brûlée. Richter ordonna la destruction de 3 villages situés dans le rayon d'action du gang. Simplement, pour l'exemple. Le village de Kryukov fut brûlé à l'aube. Les habitants furent rassemblés dans une grange. Volkov et le Tungus observaient cela depuis la lisière de la forêt, couchés dans les hautes fougères. Le Tungus regardait dans la lunette. Son doigt était sur la détente, mais il n'appuyait pas. « Commandant, chuchota-t-il, je peux descendre l'officier. »« Non. » La voix de Volkov était froide comme la glace de la Kolyma. Ils sont là-bas avec une compagnie et des mortiers. Si nous tirons, ils nous pilonneront. Nous crèverons ici et ça ne sauvera pas le village. Il y a des femmes, des enfants. Le Tungus grinça des dents. Regarde, dit durement Volkov. Regarde et retiens. Accumule ta colère, elle nous sera utile. Ils partirent en silence. Volkov comprenait que Richter les provoquait, voulait les faire sortir sur un coup d'émotion, les forcer à commettre une erreur. Mais Volkov ne se trompait pas. Il était un joueur d'échecs qui jouait avec des pièces en os. Le chimiste. À la base, dans le marécage noir, le travail bouillonnait. Violon avait changé. L'étudiant du conservatoire avait disparu. À sa place était apparu un garçon maigre et nerveux, avec une lueur folle dans les yeux. Il avait trouvé sa vocation. Violon était devenu chimiste.
Ils avaient bien trouvé dans la forêt un bombardier soviétique abattu. L'équipage était mort, mais dans la soute à bombes restanisaient des bombes incendiaires d'aviation. Du zap. Violon, au risque de sauter en l'air, en extrayait la composition thermite. Il la mélangeait avec de l'essence, ajoutait de l'huile, du goudron et du caoutchouc de vieux pneus. « Qu'est-ce que tu mijotes, étudiant ?» grimaçait le cannibale en passant devant l'abri d'où émanait une chimie infernale. « Un cocktail Molotov » ricana Violon en remuant la mixture noire avec un bâton. Mais selon ma recette, il ne s'éteint pas avec de l'eau, il perce le blindage, il brûle même sous la peau. « Commandant, Violon s'approcha de Volkov le soir. Nous avons des cadeaux, 10 bouteilles et 3 charges explosives. Il nous faut une cible. » Volkov déplia la carte de prise. Richter a brûlé le village pour nous priver de soutien. Nous le priverons de mouvement. Son doigt se posa sur un point de la carte. Station Ouzlovaya 2. Il y a là des entrepôts de carburant et lubrifiants, d'énormes citernes d'essence pour les chars qui vont vers Koursk. Si nous faisons sauter ça, leurs chars s'arrêteront et Richter brûlera au travail. Rencontre avec les Rouges. En approchant de la gare, ils tombèrent sur des étrangers. Le cannibale, qui marchait en éclaireur, se figea soudain et leva la main. Des hommes en veste matelassée, avec des rubans rouges sur leurs bonnets, sortirent des buissons, armés de pépés et haches. « Halte, qui êtes-vous » cria un homme barbu avec une sacoche de commandant. C'étaient de vrais partisans, le détachement du nom de Tchetchors. Volkov s'avança. Il portait une toile de tente d'officier allemand sans insigne. Dans ses mains, un Schmeisser de brise. Nous sommes indépendants, nous passons. Indépendants dans la forêt, il n'y a que les loups, cracha le commandant. Je suis le capitaine du NKVD Zubov. Présentez vos papiers. Le cannibale, debout derrière Volkov, rit sourdement. Chef, tu te trompes? Quel papier? Moustache, pattes et queue. Ah, des criminels. Zubov plissa les yeux. J'ai entendu parler de vous. La division sauvage. Vous pillez, vous faites n'importe quoi. Vous énervez les Allemands et vous mettez les civils en danger. Vous êtes en état d'arrestation. Rendez vos armes. Les partisans, une vingtaine d'hommes, épaulèrent leurs mitraillettes. La situation était dans l'impasse. « Capitaine, dit calmement Volkov sans même tressaillir, vos hommes sont sur mon fil-piège. Artiste, montre. » Derrière, dans les branches d'un chêne, quelque chose cliqueta. L'artiste agita la main en tenant une corde attachée à un bouquet de grenades, juste au-dessus des têtes des rouges. Zubov pâlit. « Tu bluffes? Je ne joue pas aux cartes, citoyen-chef. Nous allons à la gare faire sauter les citernes. Vous êtes avec nous ou vous gênez ?» Zubov baissa sa mitraillette. « Nous y allons aussi. Ordre du centre. Mais là-bas il y a une garde, 3 anneaux, des casemates, des chiens. On ne peut pas prendre de front. » « Et nous n'avons pas l'intention de prendre de front, ricana Volkov. Nous passerons par le cul, par les égouts. Flammes infernales. L'alliance était temporaire et fragile. Les rouges méprisaient les voyous haïssaient les rouges. Mais l'objectif était le même. Zubov accepta de détourner la garde par un combat sur le périmètre. Le groupe de Volkov devait s'infiltrer à l'intérieur et poser des charges de violon. La nuit, ils rampertaient dans un tuyau d'évacuation d'eau. La puanteur était insupportable, la boue montait jusqu'au menton. « Si on survit, je vais me laver pendant 1 mois », grommela l'artiste en traînant un sac de mélange incendiaire. « Ferme-la et rampe », siffla le cannibale. Silence. Ils sortirent au centre de la base, juste derrière les citernes. La garde était sur le périmètre. Zubov commença l'attaque exactement selon le plan. On entendait des coups de feu, des explosions de grenades, des cris d'Allemands. Au travail, ordonna Volkov. Violon et le Tungus minèrent nord les vannes des citernes. Volkov et le cannibale couvraient Hintz. Soudain, une patrouille allemande avec un chien surgit de derrière l'angle d'une baraque. Le berger se jeta silencieusement sur Violon. Violon tomba en se protégeant avec les bras. Le chien s'accrocha à son avant-bras. « À toi !» Le cannibale attrapa le berger par la peau du cou d'une main, comme un chiot, et de l'autre lui enfonça un couteau finlandais sous les côtes. Le chien gémit et s'affaissa. Les Allemands ouvrirent le feu. Volkov en faucha 2 d'une courte rafale. Le 3e fut abattu par le Tungus, même sans viser, tirant de la hanche.
On se tire, la mèche brûle, hurla Violon en serrant son bras blessé. Ils coururent vers la brèche dans la clôture que l'artiste avait faite. Derrière, au-dessus de la gare, une boule de feu s'éleva. Le mélange infernal de Violon avait fonctionné. Le goudron enflammé se répandit sur des centaines de mètres, collant aux murs, aux véhicules, aux hommes. L'eau n'aidait pas. Les Allemands se roulaient par terre, se transformant en torches vivantes. L'explosion de la deuxième citerne projeta un wagon de chemin de fer dans les airs. La station Ouzlovaya 2 cessa d'exister, la révolte. Ils s'enfonçaient des îlots à la forêt, semant la poursuite. Les rouges se replièrent vers le nord, la division sauvage vers ses marécages. Au camp régnait l'euphorie. Le cannibale sortit du schnapps de prise. « Vous avez vu comment les fridolins brûlaient » rugissait-il en agitant un morceau de viande grillée. « Ça, c'est du travail. Nous sommes les dieux de cette forêt. » Il était ivre et dangereux. « Commandant » le cannibale s'approcha de Volkov. « Écoute ce que je vais te dire. On en a assez de courir, on est fort. Prenons le chef-lieu de district, il y a une banque, il y a des femmes, on fait la fête. Et après on file en Ukraine, il fait plus chaud là-bas. » « Nous ne sommes pas des bandits, Gleb, » dit Volkov avec lassitude en nettoyant son arme. « Nous faisons la guerre. »« Va te faire foutre avec ta guerre » explosa le cannibale. « Je suis un voleur. Je veux vivre bien. Qui est avec moi ?» Il parcourut les autres du regard. L'artiste détourna les yeux, Violon se recroquevilla. Le Tungus aiguisait son couteau en faisant semblant de ne pas entendre. Le cannibale sortit son pistolet. « C'est moi le chef maintenant, moi. Cet officier de merde va tous nous faire fusiller. » Volkov se leva lentement. Dans sa main, il n'y avait pas d'arme. « Pose ton flingue, Gleb. »« Sinon quoi ?» Le cannibale pointa son Walter sur la poitrine de Volkov. « Qu'est-ce que tu vas me faire, colonel ? Me tuer ? Je vais te briser. » Il n'eut pas le temps de finir. Volkov ne chercha pas à attraper le pistolet. Il lança au visage du cannibale une poignée de cendres chaudes du feu qu'il avait discrètement ramassé de sa main. Le cannibale hurla en se couvrant les yeux. Au même instant, Volkov était à côté de lui. Coup de genou dans l'entrejambe, coup du tranchant de la main sur la pomme d'Adam, clé de bras, craquement de l'articulation. Le pistolet tomba dans l'herbe. Volkov renversa le géant face contre terre et posa son couteau sur sa nuque. « Si tu bouges, je te coupe le tendon, tu ramperas » chuchota-t-il. Un silence pesant s'abattit sur le camp. « Tu es fort, Gleb » dit Volkov, en respirant difficilement. « Mais tu es stupide, et les stupides à la guerre vivent jusqu'à la première aube. Je ne vais pas te tuer, j'ai besoin de toi. Si tu lèves encore une fois ton flingue sur l'un des nôtres, je te donne en pâture aux fourmis. Compris ? » « Compris, commandant » croassa le cannibale. « Lâche-moi » Volkov retira son couteau, se leva. Tout le monde au lit. Demain sera une journée difficile. Il savait que le cannibale couvait sa rancœur, mais pour l'instant, la hiérarchie était rétablie. La meute de loups avait reconnu son chef, le chasseur. Le matin, un messager du village arriva à leur campement, un gamin d'environ 12 ans. « Mon oncle commandant » cria-t-il essoufflé. « Là-bas à Sosnovka, de nouveaux Allemands sont arrivés. »« Quel Allemand » demanda Volkov. « Terrible. L'uniforme n'est pas comme celui des SS. Noir mais avec des crânes et des os sur la manche. Et ils ont d'énormes chiens, des bergers. » Volkov échangea un regard avec le Tungouz. « Des chasseurs » demanda le Yakout. « Pire, » dit Volkov. « C'est un diacre de commando. Des chasseurs d'hommes. Richter a fait venir des professionnels. » À Sosnovka, au quartier général, Richter buvait du café avec le Hauptmann Strom, commandant de l'unité spéciale arrivée. Strom était petit, nerveux, avec une cicatrice sur tout le visage. Il n'était pas un aristocrate, mais il était un tueur. « Vous dites que ce sont des loups ?» Strom examinait la photo de la gare incendiée. « Non, Herr Richter, ce sont des rats. Et on n'attrape pas les rats avec des battues. On attrape les rats avec un appât. Quel appât ? Le plus doux. Nous allons leur donner ce qu'ils veulent. Une victoire, une proie facile. Et quand ils y planteront leur croc, le piège se refermera. » Strom posa son doigt sur la carte. « Ici, il y a une vieille scierie. Nous ferons courir le bruit qu'il y a là un entrepôt avec de nouvelles armes, et nous le laisserons sans garde. Ils ne mordront pas à l'hameçon, douta Richter. Leur commandant est intelligent. Intelligent, mais il est fier.
Il pense qu'il est le maître ici. Nous jouerons sur sa fierté. Et j'ai encore besoin d'un des locaux, quelqu'un qui connaît leur sentier. Trouvez-moi un traître à n'importe quel prix. » Dans la forêt, dans le repère du loup, Volkov nettoyait sa mitraillette. Il sentait l'étau se resserrer. L'air était devenu dense. Les jeux étaient masse terminés. La chasse à la survie avait commencé. Septembre 1942. Syrie, octobre rouge. Le silence était anormal. La forêt se taisait. Les oiseaux ne chantaient vraiment pas. Même le vent, semblait-il, avait peur de remuer les cimes des pins. Volkov était couché dans les buissons de noisetiers, examinant aux jumelles la vieille Syrie. « Du fromage dans une souricière », chuchota le Toungouze couché à côté. « Trop calme, 2 sentinelles pour la garde, et c'est pour un entrepôt avec de nouvelles armes. »« Ce n'est pas un entrepôt, » répondit Volkov en rangeant ses jumelles. « C'est un échafaud. » Il savait que c'était un piège. Le gamin messager qu'ils avaient envoyé en reconnaissance n'était pas revenu. Le Hauptmann-Strom, ce chasseur de tête, connaissait son métier. Il n'avait pas caché l'embuscade dans la forêt, il l'avait cachée à l'intérieur. Dans les ateliers de la Syrie, derrière les piles de planches, étaient assis non pas des soldats ordinaires, mais des chasseurs du Jagdkommando. « On s'en va ?» demanda l'artiste, serrant nerveusement la garde de son fusil automatique. « Où ça ?» grogna l'anthropophage. « Y a rien à bouffer. Quelques cartouches de poudre par frère. Bientôt l'hiver, on va crever dans le marais, et là-bas, il y a des caisses. » Volkov regarda ces hommes. Ils étaient épuisés, les yeux enfoncés, l'uniforme transformé en guenille. Ils étaient traqués. « Nous n'allons pas prendre la Syrie, » dit Volkov. « Nous allons la brûler avec les rats dedans. » Le plan était désespéré. Skripka et Artiste devaient s'approcher du dépôt de carburant, d'essence, de fioul et y mettre le feu. Quand la panique commencerait, Tungus éliminerait les mitrailleurs. Mais Strom était plus rusé. À peine Skripka eut-il coupé les barbelés que les projecteurs s'allumèrent. Une lumière blanche aveuglante inonda le périmètre. « Feu, feu !» retentit l'ordre du mégaphone. Les mitrailleuses MG-42, les 6 d'Hitler, ouvrirent le feu. Elles déchiraient l'air et le bois à une vitesse terrifiante. L'artiste tomba le premier. Une rafale lui brisa les jambes. Il ne cria pas. Le vieux voleur savait ce qu'était la douleur. Il se retourna simplement sur le dos et, arrachant la goupille d'une grenade, la lança vers le projecteur. Explosion. La lumière s'éteignit 1 seconde, mais cela suffit. « Partez !» hurla l'artiste. « Je couvre !» Il resta allongé dans la boue, tirant au coup par coup avec son PPSH, jusqu'à ce que les chasseurs s'approchent tout près. La dernière chose qu'il fit fut de cracher du sang sur la botte d'un officier allemand et d'éclater de rire. Un coup de feu dans la tête interrompit son rire. Retraite. Il s'enfuyait à travers le marais. Les chasseurs les talonnaient. Les Allemands avaient des chiens et connaissaient les sentiers. Quelqu'un du coin avait fini par parler. Skripka était blessé à l'épaule. L'anthropophage le portait sur son dos, jurant dans toute la forêt. « Laisse-moi, Gleb !» chuchotait l'étudiant. « Ferme-la, squelette. On n'abandonne pas les nôtres. C'est pas la zone ici. » Ils ne se dégagèrent d'esqu'à l'aube, se réfugiant dans un vieux terrier de blaireaux sous les racines d'un chêne déraciné. L'artiste n'était plus là, presque plus de cartouches. La base dans le marais noir était repérée. Volkov était assis, adossé à la terre humide. Il regardait la carte. L'étau se resserrait. Strom et Richter les avaient acculés. « Alors, commandant ?» demanda l'anthropophage d'une voix rauque, pensant Skripka avec un chiffon sale. Fin de la comédie. On se sépare un par un. Volkov leva les yeux. Il n'y avait plus de glace dedans. Un feu y brûlait, qui faisait peur. Nous ne sommes pas des rats, pour nous cacher dans des trous. Nous sommes des loups. Et les loups, quand on les traque, sautent à la gorge. Il pointa du doigt la carte, au centre de la défense allemande, le manoir du comte Tolstoï, où se trouvait le quartier général de la division SS. Le repère de Richter. Dernier raid. C'était de la folie. 4 hommes en haillons, blessés, contre toute une garnison. Mais ils avaient un atout, les égouts. Le vieux manoir du comte avait un système d'évacuation des eaux qui donnait sur la rivière. Volkov l'avait trouvé sur de vieux plans dès le début de la guerre. Dans la nuit du 25 septembre 1942, ils entrèrent dans l'eau.
La boue glacée leur arrivait à la poitrine. « Skripka, ça va ?» demanda Volkov. L'étudiant était pâle. Il tremblait de fièvre, mais il souriait. Dans son sac à dos se trouvait sa dernière création, une dizaine de kilogrammes de tholite extraite d'obus non explosés et un mécanisme d'horlogerie tiré d'un réveil. « Je vais leur jouer une symphonie, commandant la dernière. » Ils émergèrent dans la cave du manoir, directement dans la cave à vin. Ils éliminèrent silencieusement la sentinelle. L'anthropophage lui tordit simplement le cou comme à un poulet. « On se sépare », ordonna Volkov. « Tungus, sur le toit, tu surveilles la cour. Skripka aux archives, mine tout jusqu'au diable. Gleb, tu tiens l'escalier, moi, je vais voir Richter. » L'ancien chef, l'anthropophage, tendit pour la première fois la main à Volkov. « T'es un type bien pour un flic. »« Et toi, t'as pas trahi, Gleb. » Carnage. La première explosion retentit à 3 heures. C'était Skripka qui avait fait sauter la porte de l'armurerie pour prendre des munitions. Le manoir se réveilla, les sirènes hurlèrent, mais la division sauvage était déjà à l'intérieur. L'anthropophage se tenait dans le large escalier de marbre. Il avait un MP40 dans chaque main. « Allez, venez ici, vermine fasciste !» rugissait-il. La viande est arrivée. Les Allemands montaient d'en bas. L'anthropophage les arrosait de plomb, sans se cacher. Les balles le touchaient, mais il semblait ne pas sentir la douleur. Il était un berserker, une machine de mort. Quand les munitions furent épuisées, il saisit une lourde statue de bronze et la lança dans la foule de chasseurs. Ils le tuèrent avec une grenade. Il mourut debout, barrant le passage de son corps énorme. Sur le toit, Tungus menait son duel. Les tireurs d'élite du Jagd Commando tentaient de l'abattre depuis les arbres voisins. Le Yakout riait. Il était l'esprit de la taïga. Il changeait de position, sautant sur les tuiles comme un chat. Un tir, un mort. Mais ils étaient trop nombreux. La balle du Hauptmann Strom, qui coordonnait personnellement le combat dans la cour, le trouva. Tungus roula du toit, tombant directement sous les pieds des Allemands. Dans sa main était serrée une grenade sans goupille. « Salut des esprits !» chuchota-t-il. L'explosion dispersa le groupe d'assaut, finale de la symphonie. Skripka atteignit les archives. Il empila tous les dossiers en tas, posa son sac à dos dessus avec la tholite. On enfonçait la porte. Skripka arma le mécanisme. Tic-tac. Les SS firent irruption dans la pièce. L'étudiant les regarda. Son visage était calme. « Musique », dit-il. L'explosion fit s'effondrer toute une aile du bâtiment. Les archives avec les listes d'agents, les dénonciations et les plans d'opération se transformèrent en cendres. Le loup et le chasseur. Volkov marchait dans le couloir du 2e étage. Il entendait ses hommes mourir. Chaque explosion, chaque coup de feu résonnait dans son cœur. Il enfonça la porte du bureau du commandant d'un coup de pied. L'Obersturmbannführer Richter se tenait près de la fenêtre avec un pistolet. Il était pâle, mais calme. « Vous avez perdu, Volkov », dit l'Allemand dans un bon russe. « Mes hommes sont déjà là, vous êtes tous morts. »« Les morts n'ont pas honte », répondit Volkov, levant son fusil automatique. Clic, raté. Les cartouches étaient épuisées. Richter ricana et leva son Luger. « Sauvage. Vous pensiez pouvoir vaincre le Reich avec des couteaux ?» Volkov jeta son fusil inutile et sortit son couteau, celui-là même avec lequel il coupait le pain à la Colima. Richter tira. La balle frappa Volkov à l'épaule, le faisant pivoter. Mais Volkov utilisa l'inertie du mouvement. Il lança son couteau. La lame entra dans la gorge de l'Allemand, jusqu'à la garde. Richter râla, s'agrippant à son cou. Le sang inonda son uniforme impeccable. Volkov s'approcha de lui. L'Allemand s'affaissa sur le sol, regardant son meurtrier avec terreur. « Nous ne sommes tous pas des sauvages », chuchota Volkov, se penchant vers le visage de son ennemi mourant. « Nous sommes la justice. » Volkov s'approcha du bureau, prit un épais cahier relié de cuir, le journal de Richter. Dans le couloir, on entendait le martèlement des bottes, Strom et ses chasseurs. Pas d'issue. Volkov ouvrit la fenêtre. En bas, il y avait l'obscurité et la rivière. Il glissa le journal dans sa chemise et sauta. Épilogue. Octobre 1947. Loubianka. Le colonel du MGB Ignatiev ferma le dossier de l'affaire. Donc Volkov a disparu, le corps n'a pas été retrouvé.
Non, camarade colonel, répondit le lieutenant. Les Allemands ont ratissé la rivière avec des filets, rien. Mais les habitants disent que... Que disent-ils? Qu'un nouveau Léchi est apparu dans la forêt, qu'il marche dans un vieux manteau ouaté avec un fusil, et que chaque printemps, sur les tombes du village de Sosnovka, où sont enterrés ceux tués par les bourreaux, apparaissent des fleurs fraîches, et à l'emplacement de la scierie brûlée. Quelqu'un a gravé sur un arbre 4 noms, Gleb, Piotr, Yakout, Alexei. Le colonel s'approcha de la fenêtre. Moscou se reconstruisait, pansait ses blessures. Fermez le dossier, lieutenant, aux archives. Classement. À conserver éternellement. Et pour Volkov, on le déclare recherché. Chercher qui? Un fantôme, qu'il marche. La forêt est grande, peut-être qu'il y est plus utile qu'ici. Le colonel sortit d'un tiroir du bureau un étui à cigarettes de guerre. Il portait une gravure, une tête de loup. Cet étui à cigarettes avait été trouvé dans les affaires du Hauptmann Strom, tué, qu'on avait découvert la gorge tranchée une semaine après l'assaut du manoir. Les loups s'en vont au ciel, lieutenant, mais leur mémoire reste sur terre. Vous êtes libre. Dans la lointaine forêt de Briansk, près d'un feu, était assis un vieil homme aux cheveux gris. Il nettoyait un vieux fusil usé. À côté de lui était assis un énorme loup gris. Le vieil homme regarda le feu. Dans la danse des flammes, il voyait des visages. Skripka souriant, l'anthropophage renfrogné, Tingus aux yeux plissés et l'artiste avec son éternelle cigarette roulée. Dormez en paix, les frères, dit-il doucement. Je monte la garde. Fin.